Avec les derniers intervenants. Et donc, je vais vous demander d'accueillir Gilles Raoul-Cormeille, professeur de droit privé en sciences criminelles à l'Université de Caen, Normandie, Isabelle Doriac, professeur agrégé des universités de droit à Paris-Descartes, et Brice Moulin, qui est gestionnaire de patrimoine, associé co-gérant à Pôle Handicap. Et donc, nous allons parler de la transmission du patrimoine. Donc, l'heure est venue d'envisager la transmission. Comme on a commencé ce matin avec l'anticipation, je ne sais pas si l'heure de la transmission est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Enfin, en tout cas, si ça doit être mon dernier souffle, j'en profite. Évidemment, pour remercier l'ensemble d'Affect qui a organisé une fois de plus un très beau colloque, un très beau rendez-vous annuel. Et évidemment, Madame Jean, on savait que son nom était associé à la protection. On n'avait jamais douté qu'il soit associé à la solidarité. On était déjà à peu près sûr qu'il était associé à l'intergénérationnel. Et j'ai bien pu constater, après un an d'absence, qu'il avait été associé à un début de transmission, puisque j'ai fait la connaissance d'Anne-Sophie Jean. Donc, merci Madame Jean. En fait, votre nom, votre personne, c'est toujours l'intégralité du colloque. On n'a qu'à vous regarder et finalement, on n'a pas grand-chose à ajouter. Je ne vais pas me défiler pour autant. Vous m'avez confié une fois de plus une mission délicate. Heureusement, j'ai deux importants et éminents savants à côté de moi, ça me rassure, d'envisager la transmission du patrimoine. Alors, on l'a déjà dit, des intervenants avant moi l'ont dit, et mieux que moi, et ils ont commencé, et je pense que moi aussi je suis obligée de commencer par là, de rappeler à tout le monde que, évidemment, la protection des majeurs vulnérables, c'est un devoir de famille et celui de la collectivité. Mais l'enjeu de mon sujet, ce n'est pas simplement la protection des personnes vulnérables, parce que au-delà de ce devoir des familles de protection qui est dans le Code civil, là où on parle de patrimoine, il faut aussi bien se rendre compte que les enjeux de la protection, ce n'est pas simplement la protection juridique et judiciaire, mais c'est l'assistance, l'accompagnement des majeurs en perte d'autonomie, en état de dépendance, qu'elle soit liée à l'âge, à la maladie, au handicap. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces missions, qui sont évidemment des missions de famille, devoirs légaux ou devoirs moraux, éthiques, devoirs familiales, tous mettent au défi les solidarités intergénérationnelles et effectivement le patrimoine. Ces familles, elles vivent ou bien ou mal l'engagement de parents au soutien de leurs aînés, mais aussi de leurs enfants, voire de leurs fratries. Des engagements qui sont évidemment d'autant plus prégnants qu'il y aura situation de dépendance, situation de handicap, situation de maladie. Ce qu'elles nous montrent, ces familles, ce qu'elles vivent, c'est que les générations, évidemment, se succèdent, mais qu'en fait, elles ne peuvent jamais s'ignorer. Elles sont liées les unes aux autres par des interdépendances qui sont naturelles, celles que commandent les âges de la vie. Ces interdépendances, elles ne sont évidemment pas simplement affectives, elles sont matérielles, elles sont financières, elles impliquent la solidarité intergénérationnelle et elles sont patrimoniales. Ce que nous montre la vie des familles à travers les âges de la vie, c'est que toutes ces solidarités intergénérationnelles, elles ne se jouent pas à sens unique. Elles ont une vocation à la réciprocité. On s'occupe des plus anciens, les plus anciens s'étaient occupés des plus jeunes. Elles pourraient même parfois, et on peut même parfois s'en inquiéter, prétendre à s'inscrire dans une forme de synalagmatisme. Ce que j'ai fait pour toi ou ce que je fais pour mes enfants, j'espère qu'ils ne me laisseront pas seule demain. Elles se vivent dans ces familles, elles sont documentées, on l'a dit, par des sociologues, des économistes, des psychologues, des médecins, nous les ont documentées. Moi et mes collaborateurs, il nous est demandé de savoir aujourd'hui quelle place elles pourraient occuper dans la transmission du patrimoine. Alors la transmission du patrimoine, elle est évidemment gouvernée par des droits que vous connaissez, que vous rencontrez, le droit des successions,
qui affirme, lui aussi, sa vitalité, non seulement dans la loi, mais aussi et surtout dans la pratique des libéralités, que ces libéralités soient testamentaires ou qu'elles se réalisent sous forme de donation entre vifs. Cette matière juridique, celle des successions et des libéralités, a toujours été une matière juridique éminemment politique, au service d'un projet politique. Le droit des successions et des libéralités s'organise autour d'un ordre civil. Et évidemment, cet ordre civil fait la part belle aux devoirs de famille, aux solidarités intergénérationnelles. C'est même ce qui justifie la transmission du patrimoine successoral à cause de mort. Il s'envisage comme l'exécution d'un devoir de solidarité intergénérationnelle. Ce devoir, il s'exprime évidemment dans la dévolution légale. L'article 731 du Code civil appelle à la succession les membres de la parenté et le conjoint successible. Et ce droit ordonne des priorités successorales au sein d'un cercle familial en fonction de la généalogie, en fonction du mariage, mais il est aussi, vous le savez tous, gouverné par un important principe d'égalité, égalité des cohéritiers, qui pourra prendre corps dans le rapport d'une donation qu'on verra comme un avancement de part, ou qui devra être la loi des partages successoraux. Cet ordre civil, cette solidarité intergénérationnelle, elle porte aussi l'empreinte forte d'un ordre public, celui de la réserve héréditaire. Vous le savez, c'est cette part des biens et des droits successoraux dont la loi assure la dévolution successorale libre de toute charge aux héritiers désignés comme réservataires. De telle sorte que c'est clair, au moins en principe, le décujus ne peut pas s'affranchir de son devoir de transmission sans exposer les libéralités dont il serait l'auteur à un risque de réduction. C'est clair, indiscutable. La transmission du patrimoine est un haut lieu d'expression de la solidarité intergénérationnelle. Pour autant, ce droit qui gouverne la transmission contemple essentiellement un ordre familial abstrait, ancré dans la généalogie. Il s'agit d'une dévolution qui contemple la parenté plus qu'elle ne voit la vulnérabilité. Alors, considérer la transmission des patrimoines, c'est bien sûr considérer la solidarité intergénérationnelle, mais aujourd'hui, c'est se demander quelle place elle peut donner à la vulnérabilité, à quel besoin cette transmission peut, doit ou devrait répondre. Alors, évidemment, le champ est immense et le temps imparti est bref et la journée est longue. Je vais vous inviter à partager avec moi un certain nombre de constats. 3 principaux et je finirai peut-être, si j'ai le temps, par un 4e. Je vous les donne en partage parce qu'il me semble qu'ils sont des sujets de discussion pour chacun d'entre nous. Le premier constat général que je peux faire, c'est celui d'un certain recul dans la loi successorale des solidarités à l'égard de nos aînés. Le deuxième, et je vais les détailler, c'est de remarquer que même lorsqu'il y a situation de vulnérabilité, les personnes qui en sont frappées peuvent voir progresser leur liberté d'être généreux. Le troisième qui me semble essentiel, c'est qu'on voit reculer les impératifs successoraux, cette fois-ci pour ouvrir des champs au pouvoir libéral en faveur de personnes les plus fragiles dans la famille. La 4e sera un angle mort, mais on ne le verra qu'après que j'ai essayé de vous convaincre de la réalité des 3 premiers. Alors je garde le suspense. C'est juste pour pas que vous vous endormiez. À l'égard de nos aînés, premier constat, les solidarités successorales s'estompent.
Il fallait oser le dire, vu qu'un des enjeux, c'est quand même l'avancée en âge de chacun d'entre nous et globalement de notre population française. Alors, ce recul ne doit pas nous alarmer. En réalité, il est peut-être la monnaie de la pièce ou le revers de la médaille de la promotion tout simplement successorale qui s'est réalisée en 2 étapes, en 2001 et en 2006, en faveur du mariage. C'est finalement simplement une revanche de l'alliance sur le lignage, puisque, je le rappelle, c'est quand même, il faut le dire, qu'en l'absence de descendants, du père et de la mère du décujus, le conjoint, s'il est présent, recueille l'intégralité de la succession aux grands-parents, c'est-à-dire aux autres ascendants les plus lointains. La loi successorale ne promet donc plus de vocation à la transmission du patrimoine, tout au plus, dans le besoin, elle leur réserve une créance qui s'apparente plutôt à une créance d'ordre alimentaire. Ça n'est donc plus une transmission, mais c'est une créance. Au plan successoral, quand cette solidarité conjugale fragilise la solidarité à l'égard de nos aînés, on franchit une étape supplémentaire en 2006. Cette fois-ci, c'est l'impératif successoral, celle de la réserve des ascendants, qui est abrogée. Comprenons-nous bien, nous sommes donc bien tous réinvestis d'une liberté, celle d'exhérer nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, cette liberté d'évincer nos aînés de notre succession ne connaît aujourd'hui qu'une seule limite, ne manquons pas de reconnaissance à nos parents qui nous ont donné. S'ils nous ont donné, nous ne pourrons pas les évincer. Un droit de retour, on le sait, curieux, une sorte de synalagmatisme étrange. Mais qu'est-ce que j'en tire, moi, comme observation? Absolument pas une critique, un constat, c'est tout. C'est que là où le devoir de transmission s'estompe, s'évanouit, alors que reste-t-il d'abord pour nos aînés? Que reste-t-il d'abord pour nos aînés? Une recommandation, compter sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur leur propre patrimoine, quand ils en ont un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources patrimoniale, la sécurité patrimoniale résultera d'abord, non pas d'une solidarité qu'ils attendraient de nous, leurs descendants, mais de ce qu'ils auront pu faire comme réserve de richesse, capitalisation, tout au long de leur vie. L'idée, elle est déjà présente dans la législation en 2006, pas dans le droit des successions. On l'avait déjà pratiqué. Les ventes en rente viagère ou en viager ont toujours existé. Et bien évidemment, le droit civil a aussi consacré le pré-viager hypothécaire. C'est une manière, en fait, de mobiliser la ressource patrimoniale au service d'un besoin en utilisant toutes les utilités du patrimoine et des biens. Je conserve l'immeuble, j'en conserve donc l'usage et la jouissance, éventuellement l'usage pour l'hébergement, la jouissance pour en tirer des revenus. J'ai néanmoins besoin de mobiliser un financement, il me faut une réserve de crédit, je l'hypothèque. Et que se passera-t-il? Tout se résolvera à la transmission, c'est-à-dire à la mort, sur la succession, soit que les héritiers remboursent la dette, soit que l'hypothèque se réalise sur l'héritage. On voit bien ici une idée, c'est que le patrimoine n'est plus simplement regardé comme ce qu'on doit transmettre de génération en génération, mais qu'il est bien regardé aussi comme devant être affecté le mieux possible à la réponse aux besoins de celui qui en est le maître, quitte à ce qu'il se consomme et que cette réserve de valeur ne soit finalement que viagère. L'idée n'est pas tout à fait non plus étrangère à cet outil d'articulation ou d'orchestration entre solidarité publique et solidarité privée lorsqu'on se heurte ou qu'on rencontre ou que des héritiers se réveillent un peu douloureusement après une récupération d'aide sociale sur le patrimoine successoral. Je crois que ça, c'est le premier mouvement qu'on peut voir dans l'évolution de notre droit des successions. Je fais un deuxième constat. Ce deuxième constat, je le pose comme ça, et chacun pourra y réfléchir. Je crois que la liberté d'être généreux progresse, ou en tout cas est affichée comme ne devant plus trop avoir à souffrir de la vulnérabilité, que celle-ci soit dans le cadre ou donner lieu à une protection, qu'elle n'ait pas nécessairement donné lieu à une protection.
Cette liberté d'être généreux, c'est cette liberté que l'on reconnaît progressivement dans la loi, alors non pas sans garantie, hein, mais de tout simplement pouvoir exercer une liberté testamentaire ou une liberté de donner, quand bien même on est soumis à un régime de protection. On sait que le testament est possible, y compris à ceux qui sont en tutelle, évidemment avec l'autorisation d'un juge, mais il n'y a pas d'incapacité de tester, que l'on s'entendre dire, c'est important. C'est vrai aussi qu'on peut tester en curatelle, bien sûr. En tutelle, en curatelle et même sous habilitation familiale, on peut donner. Le tuteur ne peut pas donner, mais la personne protégée peut donner avec, là aussi, une autorisation judiciaire. Le problème est donc de savoir si cette personne vulnérable, protégée, est capable d'exprimer réellement une intention libérale. Mon collègue Jean-Marie Plazy a fait référence à cet avis de la Cour de cassation tout à fait important rendu le 15 décembre 2001. Le mérite de cet avis de la Cour de cassation que tout le monde doit aller lire, sur lequel, je le sais, j'ai écrit de manière plutôt un peu critique, mais ce n'est pas l'objet ici de ma critique, c'est qu'il est important pour deux raisons. La première, c'est que je crois qu'il a le courage d'exprimer très clairement, et ça c'est important de dire les choses, les enjeux. Là où il est délicat d'établir l'intention libérale, si on doit avoir pour réflexe que ça bloque systématiquement toutes les autorisations du juge, alors le résultat est clair, c'est qu'on gèle le patrimoine de celui qui est protégé. Et ce gel, la Cour de cassation le dit, ce gel n'est peut-être pas tout à fait opportun au regard des intérêts de la famille de se protéger comme des intérêts de la collectivité. À l'inverse, si on n'est pas suffisamment regardant avec cette exigence d'intention libérale, on risque tout simplement d'admettre une forme de donation par représentation autorisée qui ne serait plus un acte personnel. Ça veut dire que arbitrer, dans le cas concret, forcément quelque chose d'extrêmement délicat. La Cour de cassation a ce mérite, c'est qu'elle nous dit finalement ce que le juge doit rechercher quand il autorise ou pas la donation. Il doit vérifier de manière sérieuse l'ensemble des circonstances passées et présentes que dans son objet et sa destination, pour voir si dans son objet et sa destination, la donation correspond à ce qu'aurait voulu, donc il ne le veut pas forcément, mais à ce qu'il aurait voulu, la personne protégée, si elle avait été capable d'y consentir. On voit bien, on ne souhaite pas le gel des personnes, du patrimoine des personnes vulnérables et protégées à toute idée de donation. C'est important pour que cette personne reste et garde sa place dans le maillon des solidarités intergénérationnelles. Ça sera important peut-être que cette situation ne bloque pas la donation-partage utile, équilibrée, qui ne le nuira pas et qui est importante pour ses enfants et pour la transmission du patrimoine. C'est aussi important dans l'intérêt de la collectivité. Les économistes nous montrent que la richesse française est détenue quand même dans des mains qui sont celles de nos aînés et bientôt en plus grande proportion que dans celles des actifs. Donc il y a des enjeux d'intérêt public. Ça ne doit pas nous faire renier sur la protection. Cette gain d'avance ou cette progression ou au moins cette préservation de la liberté d'être généreux, elle nous a également été rappelée, même si c'est un peu ambigu dans la manière dont il a fait, pas ses décisions, mais ses oscillations, par le Conseil constitutionnel, lorsqu'on est en présence, non plus cette fois-ci de personnes protégées, mais parce que tout simplement, et vous le savez mieux que moi, il y a autour de la personne potentiellement privée d'une partie de son autonomie qui vit une situation de dépendance, de plus en plus d'acteurs autour de cette personne, qu'elle soit hospitalisée, qu'elle soit placée dans un établissement, qu'elle soit chez elle et maintenue à domicile. Et du coup,
Elle est reconnaissante à ces personnes, elle est vulnérable, elle est fragile, et on a vu s'étendre dans l'exercice législatif le domaine des incapacités de suspicion, ces incapacités où on craint la captation de l'héritage. Et donc finalement, quelle meilleure protection, plus radicale, plus abstraite, plus efficace, que d'augmenter sans cesse la liste de ceux qui seront incapables de recevoir de la part de ceux à qui ils prêtent assistance, accompagnement, avec évidemment des exonérations lorsqu'on est dans le cadre de la famille. Ces incapacités de captation s'étaient étendues, sans doute trop. Le Conseil constitutionnel nous a rappelé en 2021 que certaines étaient contraires à la Constitution, comme portant trop atteinte de manière disproportionnée à la liberté de disposer du propriétaire. Ont survécu les incapacités de suspicion traditionnelles. Vous l'aurez compris, la personne vulnérable, protégée ou non protégée, doit garder sa liberté de pouvoir être généreux avec tout ce que ça implique comme difficulté, comme questionnement juridique, éthique, pour la mettre en œuvre. Mon troisième constat, c'était que l'ordre public successoral avait reculé pour peut-être favoriser des transmissions que la loi ne fait pas en considération de la vulnérabilité, mais que dans un cadre familial, si possible apaisé, parce qu'il nous faudra bien souvent un pacte de famille d'une manière ou d'une autre, on puisse agir mieux, différemment, par des transmissions en faveur des membres de la famille qui sont peut-être les plus vulnérables. Alors, cette faveur, elle se traduit, et tout le monde le sait d'abord, par un abattement fiscal qui va s'ajouter aux abattements que la parenté peut donner à certains héritiers au titre des droits de mutation à cause de mort ou entre vifs, ou en tout cas à titre gratuit. Mais au-delà du régime fiscal, on a de nombreux outils. Alors, Jean-Marie Plazy nous a commencé ce matin un catalogue ou un voyage. Ça va me permettre d'aller relativement vite. Il faut se rendre compte que les outils sont extrêmement nombreux, des plus simples aux plus sophistiqués. Les plus simples, les plus classiques, qui existaient d'ailleurs avant 2001, avant 2006. Le démembrement de propriété, qui nous permet pas simplement de penser la transmission de la propriété d'un bien, mais de savoir quelle utilité du bien. Est-ce que la personne, l'aîné qui transmet, se réserve l'usufruit, transmet que la nue propriété? Est-ce que je transmets un usufruit à certains, la nue propriété à d'autres, dans une fratrie ou dans une famille en descendant? Toute mesure à prendre, mais oui, le démembrement de propriété, la donation-partage qui permettra de fixer les valeurs. Et puis si la donation-partage n'est pas possible, la donation avec cette question fondamentale, est-ce que je la fais hors part, surtout si elle est en faveur de celui qui est vulnérable, ou est-ce que je la fais en avancement de part, mais au risque de subir demain, que cette personne subisse demain dans ma succession, un rapport dont je ne maîtrise pas l'évaluation. Entre les deux, l'arbitrage est compliqué. L'arbitrage est compliqué. Si je l'avais hors part, ça veut dire que j'abdique définitivement une part de mon disponible au testament. Et si je la fais rapportable, ça veut dire que demain, le résultat en valeur de ce que j'ai fait, je ne le maîtrise pas en fonction de l'évolution de la valeur de mes biens. Et il y a quand même des techniques, les notaires le savent, le rapport forfaitaire, ça existe. L'imputation sur la réserve globale, ça existe aussi. Il y a, mon message, c'est qu'il y a des techniques notariales. Jean-Marie vous l'a dit ce matin, je peux faire mieux parce que parfois il faut rompre l'égalité en faveur d'un vulnérable, peut-être pas en pleine propriété, peut-être en usufruit, mais ça ne peut pas suffire. Mais ma préoccupation va être que quand même, à terme, cette égalité se reconstitue. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai, depuis 2006, je peux utiliser les graduels et encore mieux les résiduels. C'est une solution. Là aussi, il faut réunir les gens autour de la table. Il faut avoir une famille pacifiée. Il faut avoir l'art, la manière, l'éclairage, l'expertise du notariat. Parce que quand on essaye de tout prévoir, en réalité, ça ne se passe jamais exactement comme on a tout prévu. Et puis, ce recul de l'ordre public, parce que les graduels, les résiduels, c'est un recul de l'ordre public qui interdisait les substitutions fidéicommissaires. Ce recul de l'ordre public, pour stabiliser les pactes familiaux, on a une extrême limite, c'est évidemment la renonciation anticipée à l'action
en réduction. Qu'est-ce que j'en retire, moi, de ce catalogue des outils? Il s'est enrichi. Il implique, pour être mis en œuvre, une ingénierie patrimoniale sophistiquée. Et toute personne qui fait du droit patrimonial de la famille, qui fait de l'anticipation, mais surtout qui fait de l'ingénierie patrimoniale, sait à quel point l'art est difficile et le résultat, malgré tout, jamais complètement anticipable. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut des experts. Nous avons une profession, mais ça ne s'improvise pas, y compris pour cette profession. L'important, c'est bien sûr de savoir mobiliser ces outils en faveur de nos majeurs vulnérables, mais en s'assurant la paix des familles et en s'assurant surtout que le pacte de famille ne sera pas trahi quand l'autorité du père ou de la mère sera partie, qu'elle se sera éteinte et qu'elle reposera en paix. Parce que ce qu'il a tout prévu, des fois, il suffit de retourner le dos et les enfants refont tout et redistribuent tout. Et ce qu'on avait prévu ne se passe pas du tout comme on voulait. Moi, ça m'inspire une dernière réflexion. Ça m'inspire une dernière réflexion, c'est que travailler avec la transmission du patrimoine, il faut le faire. Mais que la transmission du patrimoine, même si elle s'est enrichie de nombreux outils, finalement, elle se focalise quand même toujours sur la transmission de la propriété ou des prérogatives qu'un propriétaire peut avoir sur des biens, c'est-à-dire les prérogatives utilité, l'usufruit, l'usage, la propriété. Et dans tous les cas, elle a toujours un petit angle mort. Pourtant, c'est cet angle mort qui est au cœur de la protection des personnes vulnérables, celle du pouvoir. C'est étonnant. Alors, je ne dis pas qu'on est nulle part, mais c'est étonnant. Je fais une libéralité pour un de mes enfants mineur. Le Code civil me permet de faire une clause d'administration des biens donnés, des biens légués. Parce que moi, je n'ai pas confiance en mon ex-conjoint, le père de mes enfants. Mais ça ne va pas m'arrêter dans mon instinct libéral, parce que je vais, avec la libéralité, désigner celui qui va administrer pour la libéralité. Rien de tel, je ne sais pas si ça serait une bonne idée d'ailleurs, mais rien de tel quand la libéralité est faite à un majeur vulnérable. Alors oui, la loi n'est pas nulle part. Elle a le mandat à effet posthume, mais il joue sur la succession transmise par la loi. La transmission par la loi, elle est importante, elle nous fait des solidarités intergénérationnelles, mais elle est un peu abstraite, aveugle à la vulnérabilité de l'un des membres de la famille. Si je fais de la libéralité, il faut peut-être que je travaille non seulement à la transmission de l'usufruit, du droit d'usage ou du droit de propriété ou que de la nue propriété, mais il faut aussi que je sache qui va administrer. Alors oui, s'il est sous protection ou si demain il est sous protection, il y aura un MJPM et le MJPM recevant la libéralité pour son majeur, surtout s'il n'y a pas de charge, ça peut changer considérablement ce qu'implique la réalisation de son mandat. Ça peut compliquer considérablement ou diversifier considérablement la nature de la mesure qu'il est en train d'exercer. Ce pouvoir, je peux penser à un mandat ad hoc, sauf qu'une fois que je serai décédé, et ce n'est pas un mandat à effet posthume, et puis le propriétaire aura un mandat, et quelque part, ce mandat ne résistera pas à la mort ou à la volonté de celui que j'ai voulu protéger. On n'a pas rien. Mais on a besoin de mobiliser une autre ingénierie complexe. Et en fait, Georges, tu es toujours là, parce que moi, je ne la connais pas, mais toi, tu aurais pu. C'est le droit des sociétés. Il faut convoquer aussi la société. En fait, c'est tellement compliqué que moi, j'aurais deux conclusions. La première, c'est qu'après d'autres, j'ai un vrai regret qu'on n'ait pas réussi à penser encore une fiducie qui soit à la fois gestion et libéralité utile pour répondre à ces questions de manière claire, plutôt que des montages trop sophistiqués dont ni les personnes bénéficiaires ni les familles ne se sortiront très bien. En attendant la fiducie, j'ai le sentiment qu'on pourrait avoir une autre solution. Changer un petit peu la nature de nos patrimoines. Un patrimoine financier, un patrimoine sur un support d'assurance. Peut-être que ça nous offre des perspectives
dans un autre registre du droit, plus performante, avec d'autres risques. Mais ça tombe bien, j'ai un spécialiste à côté de moi. Quelle magnifique transition, merci. De là à m'avancer en tant que spécialiste, je vous laisserai juger dans quelques instants. Je remercie bien évidemment l'Affect pour son invitation et la confiance accordée pour me faire monter à la tribune. Non coutumier du fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques coutumes à respecter lorsqu'on venait ici. Tout d'abord, c'est remercier, c'est chose faite, tout le monde. Et c'est aussi aimer les gens. Donc je voulais le préciser, moi aussi j'aime les juges des tutelles, j'aime plus particulièrement l'MJPM, Madame Caron d'Église bien sûr, Madame Bonne, et sans oublier Madame Chaupe, comme ça. Voilà. J'adore encore plus Madame Jean, bien évidemment. Merci du coup de me recevoir aujourd'hui. Juste avant de commencer, je n'ai pas pu m'empêcher d'assister à l'ensemble des débats qui m'ont nourri, qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont permis de grandir sur certains sujets. Par contre, j'ai noté qu'à chaque fois, les intervenants avaient mis en avant certaines défaillances qu'il pouvait y avoir sur le système, notamment par rapport à la communication qu'il pouvait y avoir entre professionnels. Et je me dis qu'au-delà de la solidarité intergénérationnelle, le prochain colloque pourrait être voué à la solidarité interprofessionnelle, l'idée de pouvoir s'écouter davantage, apprendre à travailler les uns et les autres, comprendre les difficultés pour œuvrer au mieux des intérêts de la personne vulnérable. Je lance peut-être un prochain sujet. On m'a remis la zapette, c'est ça? Alors, quand on m'a invité au colloque, on m'a dit « Brice, veux-tu participer ?» Bien sûr, merci. Alors, on va parler de solidarité intergénérationnelle. J'ai dit « Waouh, super sujet, très vaste. » On m'a dit « T'inquiète pas, toi, tu vas parler que de l'assurance vie. » J'ai dit « C'est super, assurance vie, je connais un petit peu. Je peux tenir 2 heures. » On m'a dit « Non, non, tu as 20 minutes. » Donc, je vais essayer de tenir 20 minutes. Et je remercie là aussi Affect sur un sujet aussi large que la transmission, même si on parle et si on la cantonne qu'à l'assurance vie, de m'avoir aidé à traiter le sujet, puisqu'ils m'ont posé 3 questions auxquelles je vais essayer d'apporter des réponses concrètes, manquées. La première, quelle est l'incidence de la perception d'un capital? Comment le placer pour la vie et la transmission? Et enfin, quels impacts en termes d'aide sociale? Il me reste 18 minutes, vous comprendrez qu'il a fallu faire des choix. Et j'ai essayé de tourner les réponses au plus près de votre quotidien à vous, MJPM, puisque je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui, pour essayer de vous apporter quelques pistes de réflexion, des réponses, des réflexes à avoir lorsque vous avez en charge une mesure de protection. Quelle est l'incidence de la perception d'un capital? En tant que tel, la perception d'un capital n'entraîne pas d'incidence d'un point de vue fiscal tel qu'on pourrait le penser, on le sait. Un capital, peu importe son montant, 100 000 euros, 1 million d'euros, si important soit-il, n'a pas à être taxé. Il n'a pas à être déclaré au regard de l'impôt sur le revenu. Par contre, les intérêts, lui, issus du placement ou du réinvestissement de ce capital, que ce soit sur n'importe quel support, immobilier ou financier, pourront entraîner des flux, des revenus, des intérêts qui, eux, pourront entraîner des conséquences. Pour le majeur, on va le voir juste après. Avant ça, de quoi parlons-nous? Quelle est l'incidence de la perception d'un capital? Le capital, tout d'abord. Le capital, est-ce qu'il vient d'une succession? Et là, vous le savez, la première incidence, ça a été relevé tout à l'heure, c'est lorsque vous avez un majeur bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement. Est-ce que la question de la récupération peut jouer? Je le rappelle que ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité ouverte au conseil départemental de venir récupérer sa créance à ce moment-là. Est-ce que le capital est issu d'une vente immobilière? Auquel cas, est-ce qu'il y a une plus-value anticipée et donc une éventuelle conséquence au regard de la fiscalité qui viendrait diminuer par essence le montant à réinvestir? Je le rappelle puisque ça a été évoqué notamment lors des problèmes liés au déficit budgétaire, lors d'une entrée en EHPAD, parfois on a d'autres choix que de vendre la résidence principale du protégé pour faire face aux dépenses à venir. Dans certains cas, je le rappelle, attention à l'exonération qui est parfois clairement visée sur la plus-value liée à la résidence principale. Il y a quand même des conditions pour pouvoir en bénéficier. Je le rappelle rapidement, mais il y en a 5. Toutes les résidences principales ne sont pas exonérées de plus-value. Au moment de la cession, elle doit intervenir dans les 2 ans du placement en EHPAD. La personne protégée ne doit pas avoir un revenu fiscal de référence supérieur à un certain montant, elle ne doit pas avoir été imposable à l'IFI. Et il y a une autre condition que j'ai oubliée, que vous retrouverez sur les textes. Donc attention à ceci.
Est-ce que le capital est issu d'un excédent budgétaire? Est-ce qu'il est prévisible dans le temps? Est-ce qu'il est issu d'une plus-value de cession qui, là aussi, peut entraîner lors de la simple clôture d'un compte-titre une conséquence fiscale ou sociale? Ou enfin, est-ce que le capital vient d'une indemnisation? Vous y êtes peu confronté, mais parfois ça arrive. Lorsqu'une victime d'accident traumatisé crânien est placée sous votre protection, eh bien, quid du remploi des capitaux indemnitaires dans ce cas-là? On va voir avec quelques exemples juste après que la nature même du capital perçu eh bien, doit vous alerter avant même de pouvoir vous positionner sur quelconque solution de placement. Alors sur l'incidence première de la perception du capital, pour vous en tant que mandataire, déjà c'est un bol d'air. Souvent on se dit youpi, vous gérez beaucoup de situations précaires avec des déficits budgétaires importants. Or quand un capital arrive, eh bien, généralement ça veut dire des ressources prévisibles, potentielles, et donc à minima on arrive à combler ce déficit budgétaire pour atteindre l'équilibre, voire mieux, atteindre l'excédent budgétaire. Une petite note ici, puisque je le vois apparaître parfois dans les budgets, le fait de retirer du capital pour combler un budget, ça ne constitue pas des revenus, ce n'est pas des ressources. Le simple fait de retirer sur du capital, quand bien même ça puisse servir de pansement à l'instant T, n'a d'autre effet que de dilapider le patrimoine à terme. Donc l'objectif du capital, c'est de le remployer sur des solutions qui permettent de générer des revenus complémentaires. On va donner un exemple. Donc la situation du majeur à l'instant T, elle est améliorée, ça c'est indéniable, oui, mais, et là j'attire votre attention sur deux conséquences. La première, elle est fiscale, l'autre, elle est sociale. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre à quoi que ce soit à ce niveau-là. D'un point de vue fiscal, vous le savez, si Elisabeth, c'est bon, au regard des différentes solutions de placement, les premières que vous avez l'habitude de combler, c'est l'épargne de précaution. Épargne de précaution issue des livrets réglementés. Ça ne pose pas de difficulté, c'est disponible, c'est garanti en capital et c'est non fiscalisé. Donc lorsque le livret A vous offre 3% de rendement, il est facile d'obtenir le rendement net de prélèvements sociaux ou d'impôt sur le revenu, ça fait toujours 3%. Le cousin du livret A, les super livrets, les comptes sur livrets, les comptes à terme, les dépôts à vue, etc., qui rapportent facialement 3%, quand bien même il serait disponible et garanti en capital, vous le savez par principe, la fiscalité liée aux revenus des capitaux mobiliers, au regard de la flat tax, hors option pour l'impôt sur le revenu, eh bien, viennent d'ores et déjà vous prendre 30% sur les revenus du majeur. Si je rajoute l'impact social qui est là encore plus important, vous le savez, si je prends n'importe quel type d'aide pour lesquels on va retenir des plafonds de ressources, type allocation adulte handicapé par exemple, eh bien l'incidence est tout autre, puisque vous le voyez avec l'exemple qui suit, lorsque vous allez percevoir vos 3% d'intérêt, hors épargne réglementée, j'explique, vous allez être imputé à la source de la flat tax, et puis vous allez être susceptible d'avoir une incidence directe dès le premier euro sur les aides sociales perçues par votre majeur. Donc je le souligne ici, puisque dans bien des cas, on croit créer des revenus complémentaires, et en réalité, l'impact des enveloppes de placement non adaptées ont pour finalité de créer un revenu de remplacement. On prendra un autre exemple concret juste après. Du coup, comment le placer pour la vie et pour la transmission? J'essaie de l'illustrer avec un dernier cas qui nous a été soumis. Vous êtes nommé tuteur d'une personne vulnérable en situation de handicap qui perçoit une AH à taux plein. Son budget est déficitaire de 300 € par mois. Jusque-là, pas de problématique. Généralement, vous avez l'habitude d'être confronté à ce type de situation. Suite à la succession de ses parents, le protégé perçoit un capital de 200 000 € qu'il convient de remployer. Premier réflexe, vous interrogez, à juste titre, la banque du majeur, qui vous propose, dans le contexte de hausse des taux dans lequel on est, de remployer les capitaux sur deux solutions d'épargne. La première, un compte à terme, l'autre, une obligation. Je l'ai nommé ici BPCE, puisque généralement, on en voit beaucoup dans les comptes de vos majeurs, des obligations, Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'épargne, peu importe. Et là, vous dites, super, 200 000 € à 3,5, je vous passe le détail des calculs, ça fait 7 000 € d'intérêt annuel et donc 7 000 € de revenus de capitaux mobiliers. Vous dites, face à un déficit de 300 € par mois, c'est parfait, je comble mon déficit. Et puis dans le doute, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et vous interrogez un autre spécialiste, au hasard pour le handicap, et vous demandez un comparatif des préconisations qui vous sont remises pour savoir s'il n'y a pas autre chose à faire. Et je veux vous interpeller à travers cet exemple concret sur les incidences de l'épargne financière liée au dépôt, à l'épargne bancaire d'un côté, de l'autre, l'épargne financière du côté assurantiel. Puisqu'on va le voir en termes d'aide sociale,
peu importe l'enveloppe assurantielle souscrite ou choisie, qu'il s'agisse d'un contrat de capitalisation, d'une assurance vie, labellisée ou pas épargne handicap, eh bien, votre majeur va augmenter sensiblement ses revenus à terme. Je reprends mon exemple. Une personne vulnérable qui place 200 000 euros sur un compte à terme sur 12, 24, 36 mois, peu importe, qui lui rapporte 3,5%, va générer 7 000 euros de revenus. Ces 7 000 euros, je vous rappelle, dans mon exemple, il était à l'âge. Par définition, il n'a pas d'autres ressources, donc il n'est pas imposable. Seuls les prélèvements sociaux vont être imputés. 17,2 de 7 000 euros, ça fait 1 200 euros. Il va perdre ses droits à l'AH, pour partie. Son AH, il ne l'apercevra plus à taux plein, ce sera une AH résiduelle. Je vous épargne le détail des calculs, mais si vous avez bien coché la case P sur la déclaration d'impôt et que vous avez intégré les revenus de capitaux mobiliers au barème, il va pouvoir bénéficier d'un abattement spécifique de 2 750 euros. J'espère que je ne vous perds pas à ce stade-là. L'impact sur la hache ne sera plus que de 4 200 euros. On voit qu'entre le rendement brut offert par le placement proposé, garanti en capital, avec un rendement certes satisfaisant, 3,5%, et bien le rendement final dans la poche de votre majeur ressort ici à 0,77. Le même type de solution d'épargne est toujours disponible, garanti en capital, qui offre le même niveau de rentabilité au sein d'un contrat d'assurance vie. Là, j'ai pris l'épargne handicap, je vais y revenir. Eh bien, vous permet d'augmenter considérablement les conséquences d'un point de vue du budget de votre majeur, puisque dans le même cas, les prélèvements sociaux seront prélevés seulement sur la quote-part des intérêts rachetés au sein de votre contrat. Je vous passe le détail des calculs, mais ils seront très exactement de 40 euros. Il y aura zéro incidence au regard des aides sociales perçues, ici la hache, pour un total net dans la poche de 6 960 euros. Vous voyez aisément le choix important qui vous revient lorsque vous devez remployer un capital au bénéfice d'une personne vulnérable, votre mandat vous imposant ici d'agir au mieux de ses intérêts. Donc, comment placer un capital en cas de vie? Au-delà de l'épargne de précaution, on voit que l'enveloppe assurantielle a toute sa place. Du vivant, ça vous permet de générer des revenus complémentaires avec peu ou pas d'incidence fiscale. Et c'est une exception française. Au moment du décès, vous allez permettre de transmettre les capitaux dans les meilleures conditions. On parle aujourd'hui de solidarité intergénérationnelle. Donc, je vous le rappelle que l'assurance vie est la seule épargne, aujourd'hui, le seul placement qui est considéré comme hors succession et qui fait l'objet d'abattements spécifiques. Un focus très rapide sur l'option épargne handicap, puisque c'est parfois mal connu. Quand c'est connu, c'est parfois mal utilisé. Du coup, ça perd tout son intérêt. Or, l'option épargne handicap, c'est une option fiscale que vous pouvez rajouter à n'importe quel contrat d'assurance vie détenu par votre majeur ou à souscrire. Je rappelle rapidement, au-delà de tous les avantages connus de l'assurance vie, que votre majeur va pouvoir bénéficier à l'entrée, du moins sur chaque versement, quand bien même il verserait annuellement, de réduction fiscale. C'est le premier avantage. Il va pouvoir bénéficier d'une exonération au regard des prélèvements sociaux. Sur toutes les années, vous le savez, l'État prélève à la source les fameux 17,2% sur les intérêts des placements générés. Ce n'est pas le cas pendant toute la phase de capitalisation sur un contrat d'assurance vie. Un avantage successoral, lorsque votre majeur va transmettre un capital, si ce dernier a placé 100 000 euros et qu'au moment du décès, le capital est de 200 000 euros, eh bien les 100 000 euros de plus-value ne seront pas taxés aux prélèvements sociaux au bénéfice des héritiers. Quatrième avantage, au regard des avantages des frais de mesure, la participation du majeur aux frais de mesure, eh bien, si vous renseignez bien le logiciel, le montant de l'épargne placée dans l'assurance à vie sort de la participation pour le majeur qui lui confère là aussi un avantage supplémentaire. Et enfin, non pas des moindres, qui fait écho par rapport au sujet de la précédente table, au regard de l'aide sociale et l'hébergement, c'est les contrats d'assurance vie, pour leurs intérêts et ou les plus-values, et bien sortent du calcul des ressources par les conseils départementaux. Vous savez qu'ils retiennent jusque-là 90% du montant des intérêts et des placements. Toute l'épargne investie dans le cadre de l'épargne handicap sort de ce calcul. Une slide pour vous rappeler les conditions, puisqu'elles sont déterminées par le Code général des impôts. Il faut être atteint d'une infirmité qui empêche votre majeur de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. Ça, c'est la définition légale. Et vous serez surpris de voir peut-être qu'il n'est fait nullement référence à un quelconque taux d'invalidité. C'est assez important. Pourquoi? Puisqu'on voit encore de trop nombreux établissements financiers, lorsque vous demandez à bénéficier de l'option, qui vous demandent, vous avez une CMI 80%, non, désolé madame, monsieur, vous ne pouvez pas en bénéficier, c'est faux, c'est archi faux. La loi est claire, elle est suffisamment claire pour dire que la preuve est libre, à partir du moment où vous avez une RQTH.
une décision MDPH, un bulletin de salaire exact, une attestation de l'employeur par exemple, tous les éléments qui vont permettre de prouver que votre majeur ne peut pas travailler dans des conditions normales de rentabilité, lui permettra de bénéficier de tous les avantages que l'on a vus. Je précise juste que l'infirmité doit être prouvée au moment de la souscription et que par définition sont exclues les personnes qui ont fait valoir leur droit à la retraite. J'ai bien dit les personnes qui ont fait valoir leurs droits et non pas les personnes qui ont atteint l'âge de départ à la retraite, c'est sensiblement différent. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a fait valoir ses droits à la retraite, on estime qu'on n'est plus en âge d'exercer une activité au sens professionnel. Dernier point sur l'épargne handicap, et j'en m'arrête là. Concernant les contrats d'assurance vie actuellement détenus par votre majeur pour lequel vous vous apercevez qu'il ne bénéficie pas de l'épargne handicap et de tous ses avantages. Une requalification a posteriori est tout à fait possible à partir du moment où on peut rapporter la preuve qu'au moment de la souscription, eh bien, il remplissait les conditions, lui permettant de bénéficier pour l'avenir de tous les avantages que l'on a vus ensemble. Du coup, l'assurance vie, on l'a dit, c'est une exception française. Elle est hors succession. L'est-elle dans tous les cas? Je voulais envisager les cas où justement le capital pourrait réintégrer la succession. Pour être hors succession, il faudra remplir certaines conditions. Déjà, rédiger une clause bénéficiaire. Je ne rentre pas dans les détails de la stipulation pour autrui, mais une assurance vie sans clause bénéficiaire, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça peut fonctionner, mais dans les conditions du droit commun, je vais y revenir. Il faut que la prime soit normale ou utile au souscripteur. Je fais la référence ici, à contrario, à la notion de prime dite manifestement exagérée, qui pourrait prévoir la réintégration du capital. Et enfin, il faut que le bénéfice du contrat soit lui-même accepté par le bénéficiaire. Si ces trois conditions ne sont pas remplies, eh bien, l'exception faite à l'assurance vie tombe finalement et les capitaux vont réintégrer l'actif de succession avec les éventuelles conséquences que l'on peut connaître suivant le lien de parenté qui unit l'assuré, le souscripteur, aux héritiers, aux bénéficiaires ici. Je vous le remets rapidement. Avant 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu'à 152 500 € en exonération fiscale. Au-delà de 70 ans, l'abattement est réduit. Il n'est plus par bénéficiaire, il est commun. Il est uniquement de 30 500 €. Généralement, on me dit, mais du coup, après 70 ans, plus aucun intérêt de souscrire des contrats d'assurance vie. Alors, pas tout à fait. Si on s'intéresse aujourd'hui aux tables de mortalité, une personne de 70 ans, à peu près une vingtaine d'années d'espérance de vie encore devant elle. Et en 20 ans, on peut aisément doubler, voire tripler en capital. Et c'est non seulement ces 30 500 € majorés de tous les intérêts jusqu'au décès qui seront exonérés. Voilà, retenez-le. Du coup, pour revenir à notre sujet, la transmission, la solidarité intergénérationnelle, vous le savez, depuis la loi TEPA, le conjoint et le partenaire pacsé sont exonérés de droits de succession. Cette règle est assimilable à l'assurance vie qui fait qu'ils ne sont pas imposés même au-delà des abattements. Du coup, lorsqu'on est confronté, c'est la majorité des cas, à la clause bénéficiaire classique, mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers, eh bien, l'une des premières techniques à laquelle on ne pense pas suffisamment au moment du décès, eh bien, c'est de faire un saut, non pas de génération, mais de bénéficiaire. Puisque, dans le cas présent, si je désigne mon conjoint et que je décède, par définition, la loi l'exonère. Le contrat est dénoué, le capital tombe et est transmis. Tant pis pour les enfants. Bien, si le conjoint survivant renonce, eh bien, ce sont les bénéficiaires subséquents qui auront vocation à recevoir les capitaux, dans mon exemple, les enfants. Et donc, ces derniers pourront cumuler, en plus de l'avantage des 152 500 € par parent et par bénéficiaire, je le rappelle, eh bien, des abattements en ligne directe issus de la dévolution légale, les fameux 100 000 €. C'est une des techniques qui permet d'optimiser la transmission du patrimoine au profit des bénéficiaires. Du coup, j'ai rajouté une question subsidiaire. Pourquoi viser la réintégration de l'assurance vie dans la succession? J'essaye là aussi de coller au quotidien du MJPM pour vous évoquer deux cas. Je rappelle une petite règle ici qui est parfois méconnue, c'est que le Code des assurances prévoit expressément dans son article L132-11 qu'en cas de non-désignation ou d'absence de bénéficiaire, les capitaux réintègrent la succession. Donc la loi est bien venue prévoir ce cas spécifique. Je voulais parler d'un cas que l'on rencontre, pas sur Bordeaux, je ne pense pas, du cas du conseil départemental indélicat. Vous voyez, je ne me suis même pas permis de le nommer. J'ai gardé l'acronyme CD, comme ça on reste entre nous. Ça ne sortira pas d'ici dans tous les cas. On voit dans certains conseils départementaux, c'est malheureux, lorsque vous faites des demandes d'aide sociale à l'hébergement, certains conseils qui outrepassent leur pouvoir et qui vous demandent soit de manière expresse d'être nommés, d'être désignés nommément sur la clause bénéficiaire à hauteur de leurs créances,
soit qui vous interdisent purement et simplement de souscrire des contrats d'assurance vie, vous menaçant de vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale, vous invitant à souscrire un contrat de capitalisation, par exemple. Donc, je le rappelle, le mandat qui vous est donné en tant que tuteur, c'est pour représenter les intérêts de la personne vulnérable, et pas ceux du conseil départemental. J'ouvre et je ferme une parenthèse, je suis un pro-récupération, je veux tout faire pour pouvoir préserver ce système. Par contre, quand la loi prévoit certaines dispositions pour permettre la récupération, il ne faut pas tomber dans les travers. Eh bien, si jamais vous souhaitez préserver les intérêts de la personne vulnérable, sa vie durant, ça n'existe pas, sa vie durant, sans spoiler le conseil départemental, pour toutes les raisons qui pourraient vous concerner, eh bien, songez à cette solution qui va permettre aux majeurs protégés de bénéficier de tous les avantages liés à l'assurance vie, notamment dans le cadre avantageux de l'option fiscale épargne handicap, et au besoin de ne pas désigner de bénéficiaire tout simplement au contrat. Dans ce cas-là, au moment du décès, les capitaux vont réintégrer la succession et seront transmis, selon les règles de la dévolution légale, aux héritiers légaux. On n'embête même pas le juge des tutelles avec cette forme de désignation, puisque vous le savez, en assurance vie, la clause imposée, généralement, ce sont mes héritiers légaux. À partir du moment où on réintègre le capital dans la succession, eh bien, la transmission est la même. Dernière question, et j'en termine là, en 2 minutes chrono. Quel impact en termes d'aide sociale? Oui, ça c'est la première question que vous devez vous poser lorsque vous placez un capital. Retenez que lorsque on est face à une situation de vulnérabilité, généralement, vous le savez, vous êtes les mieux placés, il y a une situation parfois de grande précarité avec des revenus qui viennent à manquer. Donc l'idée, lorsque je vais constituer un patrimoine pour mon majeur, issu de la perception d'un capital, c'est de pouvoir employer les fonds vers des solutions dont les intérêts dégagés ne seront pas ou peu fiscalisés et ne seront pas ou peu pris en compte au regard des aides sociales. L'idée ici, c'est quoi? C'est de créer des revenus complémentaires et non pas des revenus de remplacement. Vous avez l'exemple sous les yeux. Une situation où un majeur hérite d'un capital, il investit dans l'immobilier, par exemple, il perçoit des revenus fonciers, des revenus locatifs, mais vous le savez, dès le premier euro, ils sont susceptibles d'impacter son AH, par exemple. Dans mon exemple, on pourra à tort penser que 1 000 euros d'AH à taux plein plus 400 euros de loyer vont lui conférer 1 400 euros. Eh bien non, 1 000 euros plus 400 euros dans mon exemple fera toujours 1 000 euros. Pour terminer, certains ont déjà vu passer ce tableau récapitulatif, ou pas, manqué, je vous le transmettrai. On a un tableau croisé qui vous montrait l'incidence des déplacements au regard de l'impôt sur le revenu et des aides sociales. Je vous le résume puisque je n'ai pas pu l'afficher. Retenez que dans 99% des cas, pour ne pas dire 100%, une fois que vous avez mis l'épargne des majeurs au plafond, l'épargne réglementée, j'entends bien, que vous avez ouvert une solution assurantielle telle qu'elle soit, contrat de capitalisation, contrat d'assurance vie, labellisé ou pas épargne handicap, vous avez coché dans 99% des cas toutes les cases permettant de sauvegarder l'intérêt du majeur. Vous lui avez assuré une épargne de précaution qui va pouvoir permettre de faire face à un besoin de trésorerie immédiat, ponctuel. Vous lui avez permis de diversifier son patrimoine via l'assurance vie. Il lui a permis de respecter scrupuleusement les termes de l'article 496 qui vous impose une gestion prudente, diligente et avisée dans son seul intérêt. Et vous lui avez permis de générer des revenus complémentaires au regard des éventuelles aides sociales dont il pourrait prétendre. On m'a enlevé la zappette, je ne peux plus zapper. Mais je vous remercie. Bravo, merci. Alors bon, je vais remercier aussi les organisateurs de ce colloque. Merci beaucoup, Madame Jean. Merci à toute l'équipe de l'AFFECT. Bon, là, c'est habituel de remercier. On est content de prendre la parole. Mais là, bon, là, je prends la parole sur un sujet sur lequel je ne suis pas très à l'aise. La commande, c'est de vous parler du plaidoyer pour la reconnaissance d'un statut fiscal du protecteur familial. Un plaidoyer, voilà, qui est un document qui a été énoncé par France Tutelle. Alors pourquoi je ne suis pas très à l'aise? Tout simplement parce que je ne suis pas fiscaliste. Voilà. Alors je vais vous dire un peu le contexte de ce plaidoyer. Je vais vous dire quelles sont finalement les deux solutions qu'ils proposent, les deux propositions qu'ils énoncent, plus exactement, en quoi elles sont justifiées. Et puis, je vais vous proposer de poursuivre un peu la réflexion assez rapidement pour rattacher ce thème à la transmission du patrimoine. Parce que finalement, le thème ne le comprend pas complètement. Il est à cheval de cela. Alors,
présentons ce plaidoyer pour la reconnaissance d'un statut fiscal du protecteur familial. Alors c'est un document qui émane de France Tutelle. France Tutelle, c'est une association qui a été fondée par Patrick Levard et Jacques Delestre, compte 2 points en commun, notamment, je pense qu'ils doivent en avoir d'autres, mais ils ont celui d'avoir fait leur carrière ensemble à Olifan, mais au moment où ils ont voulu fonder cette association, ils étaient surtout curateurs et tuteurs familiaux, et ils observaient toutes les difficultés qu'ils avaient en tant que curateurs et tuteurs familiaux à finalement protéger leurs parents et avoir des informations pour être efficaces. Alors toute la spécificité de France Tutelle, c'est justement de se mettre à la disposition des familles et de les renseigner. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque année, France Tutelle fait paraître un baromètre où ils interrogent les familles et ils énoncent un certain nombre, ils nous donnent un certain nombre de données statistiques. Et ainsi, avant que ce document soit établi en 2023, il y a eu une enquête auprès de 400 familles. Qu'est-ce que ces 400 familles nous ont dit? Elles ont été interrogées finalement sur ce que représentait la protection familiale pour elles. Quelle était finalement la part de charge mentale, la part de responsabilité. Voilà, elles craignaient toujours voir leur responsabilité engagée. Ça a été énoncé ce matin dans le cabinet du juge. Beaucoup des membres de la famille, parfois, vont renoncer au principe de préférence familiale au regard, finalement, de ce qui est leur demandé. Ils se demandent s'ils sont assez compétents pour assurer la protection des biens, si on ne va pas leur reprocher, finalement, un certain nombre de décisions qu'ils vont prendre. Deuxièmement, par-delà la charge mentale, je préfère parler de charge mentale plutôt que de responsabilité, parce que les profanes parlent un peu trop souvent de responsabilité. Il ne faut jamais perdre de vue l'article 1992 du Code civil, qui est, à mon sens, plus qu'une règle dans le droit du mandat, un principe général, c'est qu'on apprécie toujours la responsabilité par rapport au contexte de la mission. Et le critère de l'article 1992, c'est est-ce que c'est une prestation gratuite ou à titre onéreux? Et on ne va pas du tout apprécier la faute de la même manière selon qu'on développe une activité gratuite, bénévole, sur son temps disponible, plutôt que moyennant une rémunération. Le deuxième point de cette discussion auprès des familles, et là c'est vraiment un point important, c'est la disponibilité, le temps qu'ils passent auprès de leurs proches. Et ici, il y a une fourchette entre 120 et 240 heures par an. Alors évidemment, il y a certaines familles qui passent beaucoup plus de temps, mais d'autres qui en passent un petit peu moins. Ça dépend aussi de l'autonomie et puis de la proximité géographique des familles. Et puis, le troisième point très important, c'est le coût. Est-ce que finalement, cette activité bénévole des familles, est-ce que ça leur coûte de l'argent aux familles? Et c'est ici que sur les 400 familles qui ont été interrogées, on a un éventail d'une dépense entre 100 et 1 000 euros par famille, et pour 22% d'entre elles, une dépense qui peut aller entre 1 000 et 5 000 euros. Alors, au regard de toutes ces données, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait en faire. Et donc, il y a eu un comité d'experts qui s'est réuni. Et quand ils se sont tournés vers moi, j'avoue que je n'étais pas du tout fiscaliste. Et c'est là que je me suis tourné vers 2 jeunes maîtres de conférences qu'on a recrutés à Brest, Martial Nicolas et Alice Fournier. Et ce sont eux qui, finalement, ont travaillé à ce plaidoyer fiscal. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis un peu mal à l'aise, parce que je rends compte d'un travail que je n'ai pas porté et dont je n'ai pas tout l'historique. Alors, leur idée, d'abord, c'est de se dire, si on fait un plaidoyer fiscal, à qui ça profite? Chacun sait qu'il y a 11 millions d'aidants, mais voilà, si on fait un plaidoyer fiscal pour 11 millions d'aidants, peut-être que c'est trop ambitieux. Alors, comme il y a 1 million de mesures de protection juridique environ, et que la moitié d'entre elles est assumée par les familles, il a été décidé finalement de resserrer ce plaidoyer fiscal auprès de ces protecteurs familiaux. Et comme l'enquête montrait que finalement les protecteurs familiaux, en termes de temps, en termes de charge mentale et en termes de coûts, finalement s'investissaient dans les mesures de protection juridique, eh bien c'était un argument pour resserrer clairement
le domaine de cet avantage fiscal, ou du moins de ce statut fiscal. Je préfère parler d'avantage fiscal plutôt de statut. Le statut, c'est beaucoup plus de règles que simplement un avantage. Il y a autre chose. Il faut mettre en perspective ce que coûte la protection juridique des majeurs des professionnels. Et donc ici, bon, les chiffres peuvent un petit peu varier selon les années, mais en tout cas, voilà, ils se sont appuyés sur des chiffres dans les documents du Sénat, dans la préparation de la loi de finances, en montrant qu'en 2020, ça avait coûté 682 millions d'euros. Je me souviens de l'enquête Citizen qui avait montré qu'on était plus près d'1 milliard, mais étant entendu qu'à chaque fois qu'on dépensait 1 euro dans la protection juridique des majeurs, on récupérait 1 euro dans la protection juridique des majeurs. C'est ce qu'avait démontré cette enquête. Ici, l'objectif, après le constat, finalement, quelles ont été les propositions? Alors les propositions, elles ont été formulées au regard de 3 objectifs d'abord. Il fallait que la proposition fiscale soit simple. Soit simple, pourquoi? Parce que quand concrètement on prend un rendez-vous à Bercy avec un conseiller ministériel, il nous laisse à peine un quart d'heure, une demi-heure, donc il faut que la proposition soit simple tout de suite. Voilà. Et puis si elle n'est pas simple, voilà, elle ne sera pas mise en œuvre. Deuxièmement, il faut qu'elle soit faisable. Il ne faut pas qu'elle soit trop ambitieuse. Et c'est pour ça que le coût qui a été estimé de ces 2 propositions était de 250 millions d'euros. Donc on voit finalement que c'est assez raisonnable. Et puis, il y a la question du côté pratique, du côté accessible et du côté compréhensible par finalement tous les protecteurs familiaux. Alors, quelles sont ces 2 propositions? La première proposition, c'est tout d'abord le crédit d'impôt. La deuxième proposition, c'est la réduction d'impôt. Alors, la première proposition, le crédit d'impôt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le crédit d'impôt, c'est une somme qui vient en déduction de l'IRPP, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais le crédit d'impôt, ça a un statut assez particulier, ça a un régime assez particulier. Le crédit d'impôt, c'est une somme, finalement un forfait, ici, on a proposé 500 €, un forfait qui vient en déduction de l'impôt sur le revenu quand on doit en payer un, mais si on ne doit pas en payer un, eh bien finalement on reçoit de l'administration un chèque de l'administration fiscale. Alors voilà, on s'est dit que 500 €, voilà, ça correspondait à peu près au coût moyen, puisqu'on était entre 0 et 1 000 € pour 80% des familles. Au-delà de 1 000 €, 1 000 à 5 000 € pour d'autres, on s'est dit que 500 €, voilà, c'était tout à fait raisonnable. Après, il y a toutes sortes de choix possibles. Alors on les a simplement énoncés comme cela, parce que chaque proposition a un effet pervers. D'abord, on s'est dit, est-ce qu'il faut que le crédit d'impôt puisse être obtenu dès la première année de la mesure, ou est-ce qu'il faut attendre 3 ans? On aurait pu attendre 2 ans finalement d'essai pour pas que ce soit finalement le moteur de l'acceptation de la mesure. Voilà. Alors, on a posé cette question-là, au moins mettre une année blanche. Il faut aussi garder en mémoire que demander une mesure et l'obtenir, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Alors, il y a aussi un deuxième point variable, c'est quel est le domaine de toutes les mesures. Est-ce que c'est toutes les mesures, mandat spécial dans la sauvegarde de justice, toutes les habitations familiales, les curatelles, les tutelles, le mandat de protection future? Et là, il a été dit qu'il fallait être simple, efficace, et il ne fallait surtout pas que ça soit un élément discriminant dans le choix de la mesure lorsque la famille était face au juge. Donc, caractère un peu neutre finalement de la loi fiscale, qu'est-ce que soit le mandat familial. Voilà pour le crédit d'impôt. Deuxième proposition, la réduction des droits de succession. Alors la réduction des droits de succession, ici, ça suppose un avantage qui ne s'obtient qu'à la fin de la mesure, au décès du majeur protégé. Il a été proposé également une réduction des droits de succession de 500 €, mais ici, pour moduler la charge de protection juridique des majeurs, en fonction de ce qu'elle a véritablement coûté aux familles qui font parfois beaucoup de sacrifices en termes de disponibilité, de temps, et qui parfois voilà, s'épuisent, il a été proposé de prendre en considération la durée finalement de la charge de protection juridique. Donc 500 € en réduction de l'impôt successoral, 500 € par année
de protection juridique des majeurs. Alors voilà les deux propositions qui ont été faites, essentiellement, je vous le dis, par Nicolas Martial et puis Alice Fournier, et puis ça a été travaillé avec un notaire, et il y a eu quelques mandataires, voilà, quelques fiscalistes. Alors je sais juste qu'aujourd'hui, ce plaidoyer a fait l'objet de quelques rendez-vous à Bercy. Je ne sais pas si les députés, les sénateurs qui en ont été informés, mais c'était l'ancienne législature, l'avaient bien accueilli. Voilà, on verra ce que ça pourra donner. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais voir dans le deuxième point, c'est que ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est qu'elle peut nous montrer que donner un avantage fiscal au protecteur familial, ça permet aussi de lui dire qu'on l'incite et qu'on attend de lui, finalement, qu'il contribue à l'intérêt général. Et ça vaut peut-être mieux de prendre un petit peu de temps sur cette explication-là, parce qu'il y a quand même chaque année quelques arrêts qui nous montrent que certains protecteurs familiaux profitent du moment où ils sont désignés pour, en quelque sorte, et je me rattache à la transmission du patrimoine, finalement, détourner leur mandat pour faire la transmission du patrimoine à leur profit. Et voilà ce que nous enseigne en dernier lieu cet arrêt de la Cour de cassation, qui est assez extraordinaire, du 12 juin 2024. Vraiment un arrêt de la Cour de cassation, en plus un arrêt de cassation, qui est véritablement très intéressant. Nous avons un juge des tutelles qui, le 20 septembre 2012, va prononcer une co-curatelle familiale pour prendre en charge la personne et les biens d'une personne âgée. Très rapidement, l'état de santé de cette personne s'aggrave et il faut qu'elle entre en EHPAD. Le fils, qui est l'un des deux co-curateurs familiales, se tourne vers le juge des tutelles, le saisit sur le fondement de l'article 426 et lui dit « Pour financer l'EHPAD, je n'ai pas d'autre choix, il faut vendre le logement de la famille ». Le juge des tutelles immédiatement lui dit « Je veux bien vous donner votre autorisation, il faut évidemment que le prix de vente soit satisfaisant, mais il faut de surcroît que j'autorise et que je surveille le remploi des fonds. » Et donc il va subordonner la conclusion du contrat d'assurance sur la vie à son autorisation. Là, quand même, on est dans une situation un peu problématique parce qu'on était en co-curatelle familiale et pas un moment, dans ce débat-là, la co-curatelle familiale ne revient. C'est-à-dire que pas un moment, on se pose la question, oui, mais l'acte de vente de la maison, est-ce qu'il faut qu'il soit signé par les deux co-curateurs, quand on regarde l'article 447 du Code civil, et le contrat d'assurance vie, ensuite, qu'en sera-t-il? Est-ce qu'il faut qu'il y ait, là encore, la saisine des deux co-curateurs et la signature des deux co-curateurs? Bon, qu'est-ce qui se passe? Le contrat d'assurance vie est signé, il est conclu, pas un mot sur la clause bénéficiaire, et évidemment, le co-curateur familial, qui est le fils, se désigne comme étant le bénéficiaire de l'assurance vie. Donc vous voyez que la transmission du patrimoine grâce au mandat, nous y sommes. Le majeur protégé décède, il est mort en laissant un testament, et le testament désignait son frère comme légataire universel. 3 mois plus tard, le frère du majeur protégé décède à son tour, et le fils du frère, le fils du légataire universel, qui n'était autre que l'autre co-curateur familial, eh bien, découvre que le legs universel a une assiette réduite à néant, puisque tout est passé dans l'assurance sur la vie. On le voit, nous sommes ici au cœur de la transmission du patrimoine, qui est véritablement organisée ou désorganisée par le curateur par rapport aux préférences et à ce qu'avait voulu organiser le défunt. Donc ici se pose juste cette question, est-ce qu'en l'espèce, il y a une sanction? Voilà. Et grâce à la vigilance de la Cour de cassation, c'est un arrêt de cassation, il y a une sanction. Parce que les juges du fond, la Cour d'appel de Paris, avaient maintenu la validité du contrat d'assurance sur la vie. Alors ici, en l'espèce, pourtant, les hypothèses de dépassement de pouvoir du curateur sont nombreuses. La première, et c'est ici que l'arrêt est le plus intéressant, c'est qu'en plus, il a été discuté de l'authenticité de la signature par le majeur en curatelle
sur le contrat d'assurance sur la vie. On était dans un régime d'assistance, donc le major en curatelle devait signer, le curateur aussi. En réalité, c'est le curateur qui a imité la signature de son père. L'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2024 est extraordinairement intéressant. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'assurance sur la vie, c'est le visage de Janus en droit civil. Il est traité comme un acte à titre gratuit. Quand on regarde l'article 909 du Code civil, c'est-à-dire les incapacités spéciales de jouissance, lorsqu'on veut empêcher un médecin, un professionnel de santé plus largement à l'alinéa 1er, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l'alinéa 2, finalement de conclure un contrat avec, pour le médecin, le professionnel de santé, la personne qu'il soigne lorsqu'elle va mourir de sa dernière maladie, ou pour le MJPM, de la personne dont elle assure la protection de sa personne ou de ses biens. Mais ici, voilà, l'article 909 ne s'applique pas. Ici, l'assurance sur la vie n'est pas traitée comme un acte à titre gratuit parce que cette incapacité spéciale de jouissance ne s'applique pas aux curateurs ou tuteurs familiaux. Et l'assurance sur la vie, au regard du consentement lucide de l'article ici, alors c'est l'article 414-1, la Cour de cassation nous a dit à plusieurs fois qu'il s'analysait comme un acte à titre onéreux. Or, quand l'héritier engage une action en nullité pour trouble mental, ça lui est quasiment impossible de démontrer le trouble mental. Il lui faut, comme l'assurance sur la vie est considérée comme un acte à titre onéreux, il lui faut prouver que le trouble mental est intrinsèque. Alors, on voit bien qu'ici, il y avait une mesure de protection juridique. Donc, il y a l'arrêt du 27 juin 2018, il y avait déjà un précédent. On aurait pu y arriver. Mais la Cour de cassation, elle est extraordinaire dans cet arrêt. Pourquoi ? Parce qu'elle est consciente que c'est un véritable problème qui dépasse ce cas-là. Et elle en était déjà consciente le 5 avril 2023, où elle a déjà ouvert une brèche. Elle aurait pu très bien revoir les qualifications acte à titre gratuit, acte à titre onéreux. Non. Mais déjà, 5 avril 2023, quand on a une auxiliaire de vie qui prend la main du souscripteur pour lui faire signer, eh bien, la Cour de cassation, mais ce n'est pas si facile que ça à comprendre cet arrêt-là, parce qu'elle va chercher un texte du Code des assurances, L113-8, et elle nous dit qu'il faut vérifier pour la validité du contrat que le consentement n'est pas équivoque, que le consentement est véritablement réel. Là, nous avons deuxième ouverture pour contester la validité de l'assurance sur la vie. Ce deuxième point, y avait-il véritablement consentement ? Voilà. Donc on a un premier dépassement de pouvoir. Nous avons un curateur qui a représenté au lieu d'assister le majeur protégé, donc le contrat est nul. Il y avait d'autres dépassements de pouvoir. Il n'y avait pas eu que les signatures des deux curateurs. Et puis après, il y a la question de l'autorisation du juge des tutelles qui était exigée par le juge, mais qui n'est pas exigée par l'article L132-4-1. Mais le juge peut, au titre de son pouvoir de surveillance de l'article 416 du Code civil, peut-être ajouter une condition de validité du contrat. Ça se fait assez souvent et je pense qu'ici, ça pourrait se soutenir. Quoi qu'il en soit, cet arrêt nous donne par une sorte de lumière noire qu'il est possible d'éduquer les familles, finalement, à bien se comporter par cette incitation fiscale. Et je pense que, finalement, il y a matière ici aussi à encourager les familles. De toute façon, si ce que j'ai entendu depuis le début est l'augmentation à venir du nombre de mesures et que le nombre de mandataires judiciaires à la protection des majeurs a déjà trop de mesures, je ne suis pas sûr qu'il faille mettre dos à dos les familles et les MJPM. Il faut plutôt qu'elles travaillent ensemble, et ce n'est pas parce qu'elles travaillent ensemble qu'on ne peut pas avoir non plus une incitation fiscale à les encourager justement à travailler avec vous, parce que ça prendra aussi du temps. Voilà ce que j'ai pu dire finalement sur ce plaidoyer fiscal. Je ne sais pas si ça éclaire la transmission du patrimoine. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors on va conclure avec beaucoup de retard. Oui, s'il vous plaît. On va accueillir Jean-Jacques Lemoulan qui va
après beaucoup de patience, merci, nous présenter la conclusion de ce colloque. Tout a été désactivé, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, là, je ne vois personne, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire comme ça. Et ah oui, je suis déjà à moins 0,54. Non, mais ça va revenir, ça va revenir. Oui, vous êtes déjà en retard. Vous êtes déjà en retard. Oui, regardez, voilà. Je voudrais associer mes remerciements à tous ceux qui ont été déjà adressés aux organisateurs de ce colloque, à Madame Jean, à tous les membres de l'association, à son président. Et je les remercie évidemment tout particulièrement de me faire l'honneur de me confier le soin de dire quelques propos de conclusion. Je vais essayer de ne pas être trop long dans la mesure du possible. J'avoue que j'aurais bien aimé vous parler de façon générale, comme certains l'ont fait d'ailleurs, de la solidarité. Mais j'avoue que mes compétences sont un peu insuffisantes de ce point de vue-là. J'ai quelques compétences ornithologiques, mais bon, elles sont quand même assez faibles. J'ai bien compris l'exemple des manchots. Sur le pluvier et le crocodile, je suis un peu plus réservé, parce que je pense que les relations sont différentes selon qu'il s'agit d'un pluvier doré ou d'un pluvier argenté. Mais bon, on en reparlera après, je répondrai à vos questions si vous voulez. Alors, j'aurais bien aimé, parce que par contre j'ai des compétences halieutiques, faire un plan en deux parties qui aurait évoqué dans une première partie la solidarité chez les oiseaux et dans une deuxième partie la solidarité chez les poissons. Parce qu'on a des exemples aussi qui me sont venus chemin faisant, et en particulier celui des sardines. Vous avez tous sans doute en tête cette image des sardines qui se regroupent pour échapper à leurs prédateurs et qui forment ainsi un nuage compact. C'est magnifique. Voilà. Les sardines, elles jouent leur peau, là. Ce qui n'est pas forcément le cas toujours qui nous intéresse. Donc je me suis dit, parler de la solidarité dans un cadre aussi large, ça va être difficile. Je n'ai pas forcément tous les éléments, j'ai juste quelques exemples. Même d'un point de vue juridique. Traiter de la solidarité, c'est un vaste sujet que maîtrisent effectivement parfaitement certains de nos collègues. Alain Supiot, son nom a été évoqué, est un référent dans ce domaine, mais il faudrait au moins 50 heures pour traiter du sujet sur le plan de la sécurité sociale. Il faudrait peut-être 20 heures de plus, peut-être même avant, pour traiter de la solidarité du point de vue des obligations en général. Donc ça prend beaucoup de temps. Et ajouter à cela des compétences en droit public aussi, en particulier, mais fort heureusement, ça nous a été présenté, et là je ne rebondirai pas parce que je n'ai pas de compétences du tout, des compétences en droit public, puisqu'évidemment les collectivités locales sont très impliquées sur ces questions, et ils nous ont été présentés de façon très, très claire les compétences du conseil départemental en la matière. Alors, en réduisant le sujet, évidemment, ce dont il a été question aujourd'hui, c'est de la solidarité entre les générations. Je préfère intergénérationnel, de la solidarité entre les générations. Et pour resserrer encore davantage le sujet, ce dont il a été question, c'est de la solidarité entre les générations à l'égard des personnes vulnérables, et même à l'égard, parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes vulnérables, à l'égard des majeurs vulnérables. Donc c'est sur cette question-là que je voudrais quand même concentrer mes quelques mots de conclusion. Alors c'est dommage, il faut que je fasse un peu, je ne vois pas où il est, là je ne vois pas les... Si. Il est bien dommage que je n'ai pas pu enchaîner directement sur l'intervention de Gilles, parce que les exemples qu'il a donnés
évidemment, et vous allez voir par la suite, m'aurait permis de rebondir de façon immédiate sans nécessairement passer par ces quelques mots d'introduction. Alors, sur cette solidarité entre générations à l'égard des majeurs vulnérables, je voudrais, mais vous allez voir par la suite que je vais quand même mesurer mon propos, je voudrais remettre un peu l'église au milieu du village. Cette solidarité entre les générations à l'égard des personnes vulnérables, elle incombe en priorité à la famille. Elle incombe en priorité à la famille. Ça a toujours été le cas. L'une des missions de la famille, c'est d'assurer cette solidarité depuis la nuit des temps. Et ça reste encore le cas aujourd'hui, même si sont venus se greffer, évidemment, sur ces obligations familiales et sur cette solidarité familiale, parce que parfois elle n'est pas toujours à même de remplir cette obligation, d'autres solidarités, et des solidarités sociales en particulier. Mais en premier lieu, la solidarité entre générations à l'égard des majeurs vulnérables, elle se situe dans le cadre familial. Et elle se traduit à plusieurs niveaux. Au niveau successoral, cela a été évoqué et développé par le professeur d'Auriac. Au niveau successoral, on a bien compris que, de par la loi, c'est l'article 731 du Code civil, c'est ça, que de par la loi, la succession est dévolue aux descendants et aux conjoints successibles. Et que c'est dans cet ordre-là, dans ce cadre restreint, que la succession a vocation à être transmise. C'est ce que la loi prévoit, même si, évidemment, les libéralités permettent, et de plus en plus, au moins dans un certain sens, qui a été souligné, permettent des aménagements et permettent une certaine flexibilité. Mais au-delà du cadre successoral, la solidarité, elle s'exprime également au sein de la famille par beaucoup d'autres obligations qui ont été également évoquées, des obligations conjugales, alors qui ne sont pas entre générations pour le coup, mais qui sont quand même des obligations familiales, le devoir de secours, la contribution aux charges du mariage, la solidarité à l'égard des dettes ménagères. Elle se traduit également par des obligations entre parents et enfants, dont certaines sont unilatérales. L'obligation d'entretien est une obligation unilatérale des parents à l'égard de leurs enfants, dont d'autres sont réciproques. L'obligation alimentaire, elle marche dans les deux sens. Et puis, au-delà des aspects et des obligations, disons, patrimoniales et financières, la famille crée également un devoir, une obligation de protection à l'égard précisément de ceux qui en son sein sont les plus vulnérables. L'autorité parentale, je vous le rappelle, l'article 371-1 du Code civil est confiée aux parents pour protéger l'enfant. Et de la même façon, donc, à l'égard, et j'en viens donc au sujet, à l'égard des majeurs qui seraient vulnérables, l'article 415 du Code civil prévoit que la protection des majeurs est un devoir des familles, mais le texte a été cité plusieurs fois, et de la collectivité publique. C'est vrai. Mais d'abord un devoir des familles, et ensuite de la collectivité publique. Et ce n'est pas un hasard si les choses ont été mises dans cet ordre-là. Et la loi de 2007 a renforcé, pour des raisons qui ne sont pas des raisons purement morales, mais aussi, évidemment, des considérations plus bassement financières, la loi de 2007 a, me semble-t-il, en tous les cas, renforcé par rapport au droit antérieur cette priorité et cette préférence familiale. La création en 2019 de l'habilitation familiale dont vous avez également parlé en est également un signe. Alors, cela pose un petit problème, quand même, me semble-t-il. C'est que, et je rebondis sur ce que Gilles a dit, évidemment, en dernier lieu, on l'a vu dans les exemples qu'il a donnés, et dans d'autres situations,
il y a tout de même une difficulté dans la situation du protecteur qui, du coup, est souvent en même temps un héritier potentiel. Ce qui peut générer un risque que vous êtes là pour conjurer, éventuellement. Un risque, c'est que le protecteur, en l'occurrence, n'assume pas sa mission en seule considération qui devrait être la sienne de la protection du majeur, mais en considération, en arrière-pensée, qu'il en soit plus ou moins conscient, en considération de ses propres intérêts. Alors parfois c'est parfaitement conscient, hein, on l'a compris, et délibéré. Parfois ça peut être plus subtil et un peu plus flou. Alors la Cour de cassation, qui doit être par là, la Cour de cassation, nous dit et nous explique, et nous a expliqué dans 2 arrêts récents, mais je ne vais pas être trop long sur ce point, qui est néanmoins intéressant. Elle nous a dit, attention, ce sont des casquettes différentes, celle de protecteur et celle d'héritier. Alors elle n'a pas dit ça, la Cour de cassation, elle a dit ce sont des qualités différentes. Mais casquettes, ça permet de comprendre. Ce sont des qualités différentes. Alors il y a eu un premier arrêt, si mes souvenirs sont bons, en décembre 2023, mais je n'ai plus la date exacte en tête, en décembre 2023, dans une hypothèse où il y avait 2 enfants, 2 frères, dont l'un avait été désigné tuteur à l'égard de son père et dont l'autre s'était désintéressé et d'ailleurs avait renoncé par la suite, je ne sais pas trop pour quelles raisons qui ne sont pas explicitées dans l'arrêt, à la succession. Toujours est-il que l'héritier, le tuteur, au décès de son père, a décidé d'introduire une action en nullité pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil à l'encontre de 3 actes à titre onéreux, tous les 3, je crois bien, qui avaient été souscrits, qui avaient été conclus par son père avant le placement sous le régime de protection et avant l'ouverture de la tutelle. Il est débouté par les premiers juges, je ne sais pas, par la Cour d'appel en tous les cas. Il est débouté parce que les juges du fond ont considéré qu'il avait tout le loisir, ou en tous les cas la possibilité, pendant qu'il exerçait la qualité de tuteur et la charge de la tutelle, d'agir en nullité des actes concernés, et que donc il ne pouvait plus, après le décès et la clôture du régime de protection, prétendre exercer cette action en nullité. L'arrêt est cassé par la première chambre civile qui considère en l'occurrence que le fait que le tuteur ait pu agir pendant le régime de protection et pendant le fonctionnement de la tutelle, c'est une chose, mais que le fait qu'il puisse agir en qualité d'héritier et en qualité donc d'ayant droit de la personne qui était placée sous le régime de protection, c'est autre chose. Et que donc, en réalité, il dispose de 5 ans en qualité d'héritier à compter de la clôture du régime de protection pour exercer l'action en nullité sur le fondement de l'article 414-1. Bref, il aurait pu agir en tant que tuteur, c'est une chose. Qu'il puisse agir en qualité d'héritier, c'est autre chose. Les 2 qualités sont différentes. Et on a un autre arrêt de la Cour de cassation, mais de la 2e chambre civile, je crois bien, du mois de janvier 2024. Et moi, j'aime beaucoup, ça me rassure, quand 2 chambres différentes de la Cour de cassation disent à quelques semaines d'intervalle la même chose. Alors, la question était différente parce qu'en l'occurrence, sur le fond, il s'agissait d'un établissement de crédit qui avait exercé une action en inopposabilité à l'égard de donations qui avaient été consenties par une personne en tutelle avant le placement sous le régime de la tutelle. Et l'établissement de crédit avait, sans l'ombre d'une hésitation, assigné l'ensemble des héritiers dont le tuteur faisait partie.
L'action en inopposabilité a été, la demande d'inopposabilité a été, je ne sais pas, au niveau des juges du fond, mais en tous les cas rejetée par la Cour de cassation, parce que l'héritier qui avait exercé la fonction de la tutelle avait été assigné en qualité d'héritier, mais n'avait pas été assigné en qualité de tuteur. Et il aurait dû être assigné en cette qualité, estime la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de façon spécifique. D'où nullité de l'acte introductif d'instance, sans que cette nullité puisse être couverte, puisque entre-temps le majeur était décédé, que la tutelle avait pris fin, et que donc la charge de la tutelle, de la charge de tuteur, avait pris fin également. Donc, on voit bien que la Cour de cassation, j'ai été trop long déjà sur ce sujet, que la Cour de cassation fait bien la distinction entre les deux. Reste pourtant le risque, que les exemples donnés par Gilles montrent bien, d'une certaine confusion, plus ou moins volontaire, des fonctions entre le protecteur et l'héritier. Alors, ce que je voulais dire simplement en deux mots, et qui est ressorti de l'ensemble de vos interventions, mais un peu en négatif, c'est que, fort heureusement, il existe dans la loi un certain nombre de dispositions qui permettent quand même de conjurer ce risque. La première solution, ou l'une des premières solutions qui a été envisagée ce matin, c'est il faut anticiper. C'est l'anticipation. Avec des outils, on nous a expliqué que ces outils étaient nombreux, qu'en réalité, ils n'étaient pas tous connus ou pas bien connus, et que le mandat de protection future fonctionnait mal, mais qu'en réalité, c'était certainement par une méconnaissance et aussi en raison d'un certain nombre d'imperfections techniques de ce type d'outils. Moi, j'avoue que je m'interroge quand même au regard de ce qui nous a été présenté sur l'assurance vie. 50 millions de contrats d'assurance vie, vous nous avez dit. C'est un outil d'anticipation, si je ne me trompe, aussi. Et celui-là, il fonctionne à merveille. Il faudrait donc se poser peut-être les bonnes questions à propos du mandat de protection future ou à propos des multiples outils d'anticipation dont nous disposons et des croisements possibles entre ces outils d'anticipation. Je pense que les gens savent très bien identifier, lorsqu'ils le souhaitent, les outils qui peuvent leur être utiles. Ils le font pour le contrat d'assurance vie. Et si le mandat de protection future ne fonctionne pas, je vous rappelle quand même qu'en 2007, les dispositions relatives au mandat de protection future ont été les seules à être déclarées d'application immédiate, alors que l'entrée en vigueur de la réforme a été reportée au 1er janvier 2009, c'est ça. Mais pour le mandat de protection future, on a dit non, il faut que ça s'applique immédiatement. Prétentieux que nous sommes. Prétentieux, parce qu'en réalité, on ne s'est pas très bien demandé, on ne s'est pas demandé si nous étions prêts. Je ne ferai pas l'affront ici, entre spécialistes, de demander combien d'entre vous ont souscrit un mandat de protection future, mais effectivement, quand on fait un peu le tour et qu'on fait des sondages d'opinion, on s'aperçoit que c'est extrêmement faible. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, et ça, je crois que c'est Jean-Marie qui l'a signalé, en réalité, ou c'est trop tôt, ou c'est trop tard. Non, c'est Nathalie qui l'a dit en citant l'exemple de la Belgique. Ou c'est trop tôt, ou c'est trop tard. Ou c'est trop tôt parce que voilà, la personne estime qu'aujourd'hui, elle est en pleine possession de ses moyens et de ses facultés, et envisager sa dépendance future, ça n'est pas facile. Et donc, elle estimera que c'est trop tôt et que ce n'est pas encore le moment. Ou bien c'est trop tard, parce que la personne souffre déjà peut-être d'un début d'altération de ses facultés, et le risque, c'est que le mandat de protection future, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, soit révoqué par le juge, qui dise non, ce n'est pas finalement le moyen le plus adapté. Les révocations sont, vous le savez, quand même assez fréquentes quand il y a des difficultés, avec tout de même
une possibilité pour le juge de moduler la solution qu'il met en place. Je me souviens d'un arrêt de la Cour de cassation et d'une affaire qui a été soumise à la Cour de cassation, je crois, en 2019, où c'était l'épouse qui avait été désignée en qualité de mandataire. Et bon, la pauvre, sur le plan patrimonial, apparemment, elle s'en sortait pas trop bien. L'inventaire, disons, avait été un peu tardif. La gestion du patrimoine était un peu compliquée et hasardeuse. Ça avait déclenché un contrôle fiscal. Le juge a dit stop. Hein, donc on va révoquer le mandat de protection future, mais il a ouvert une curatelle, mais il a quand même maintenu l'épouse en qualité de curatrice à la personne, en panachant en quelque sorte les solutions. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais. Donc, effectivement, il y a des possibilités d'anticipation, mais ces possibilités sont complexes et, comme cela a été dit, il faut assurément des compétences juridiques et des compétences en ingénierie patrimoniale pour se hasarder sur ce terrain. Tout de même, et pour le cas où l'anticipation n'aurait pas été réalisée ou n'aurait pas abouti, il existe dans la loi, et alors je ne situe pas, mais c'est peut-être une erreur de ma part, comme l'a fait Jean-Marie, je ne situe pas le supplétif au niveau de la loi. Moi, je considère qu'il y a dans la loi un cadre qui est posé et que l'on peut aménager de façon plus supplétive par d'autres dispositions. Or, il existe dans la loi un certain nombre de dispositions qui sont protectrices et qui vont permettre justement d'éviter, fort heureusement, qui peuvent permettre d'éviter un certain nombre de dérives. Ces garde-fous, en quelque sorte, vous les connaissez bien, ils existent lors de l'ouverture du régime de protection, ils existent pendant le fonctionnement du régime de protection et ils existent aussi à la fin du régime de protection. Je n'entre pas dans les détails, vous avez sans doute tout ça en tête. Lors de l'ouverture du régime de protection, si je voulais résumer en 2 mots, nécessité et proportionnalité. Ouvrir un régime de protection, et les juges l'ont bien en tête, dans la mesure où c'est nécessaire, et ouvrir le régime de protection qui est adapté à la situation. Et il y a beaucoup de dispositions qui en résultent de ces 2 principes de nécessité et de proportionnalité. Ne serait-ce que ça, la suppression de la curatelle pour prodigalité est quand même le plus bel exemple, je trouve, en 2007, de la disparition de l'ouverture d'un régime qui était motivé non pas par la considération première des intérêts du majeur, mais par la considération surtout de la famille qui voulait sauvegarder son patrimoine. C'était quand même le plus bel exemple. Donc, exit la curatelle pour prodigalité, nécessité d'un examen médical et d'un certificat médical circonstancié qui, même s'il est sans doute perfectible, a quand même le mérite d'exister et d'être une condition de recevabilité de la requête. Nécessité d'un inventaire dont les conditions ont été quand même renforcées par des délais, par la possibilité, il n'en a pas été question, mais tout de même pour le juge de désigner un professionnel pour réaliser cet inventaire si le tuteur familial, par exemple, le protecteur familial ne remplit pas cette condition. Et puis il y a le pouvoir du juge. En toutes circonstances, moi aussi j'aime bien les juges, parce que je crois que leur rôle est important, dans un sens ou dans l'autre, pour préserver des équilibres entre l'autonomie et la protection, par exemple. Mais c'est un autre sujet. C'est le juge qui va apprécier si les conditions d'ouverture du régime de protection sont réunies au sens de l'article 425 du Code civil. Et c'est le juge qui, éventuellement, va sanctionner les dérives qui consisteraient à envisager un protecteur familial alors que ça n'est peut-être pas la solution idéale. Ou qui consisterait à envisager une mesure de protection alors que ce n'est pas absolument indispensable. Mais des dérives, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup.
Et j'ai l'impression que, enfin, les quelques cas, il y a eu un arrêt récemment où une mesure de protection a été ouverte en considération de la cécité dont souffrait la personne, et la Cour de cassation a dit non. S'il n'y a pas d'altération des facultés, s'il n'y a pas d'impossibilité de manifester sa volonté, non, pas de régime de protection. Et si par hasard la Cour de cassation, ce que je n'imagine pas, faisait défaut, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui récemment en 2023 a sanctionné l'Italie pour, alors là il y a eu une dérive quand même qui était assez anormale, mais où un majeur, contre sa volonté, avait été placé manu militari au sens propre du terme dans un établissement de santé alors qu'il ne le voulait manifestement pas. Donc l'Italie a été condamnée par la Cour européenne, alors que quand même la mesure qui avait été ordonnée, c'était une mesure, je ne sais pas comment on traduit en italien, c'était une mesure d'administration de soutien. Les Italiens ont fait l'effort, que n'ont pas fait forcément exactement les Français, de favoriser l'assistance, parce qu'on leur a dit non, la représentation c'est pas bien, il faut favoriser des mesures d'assistance. Donc ils mettent en place une mesure d'administration de soutien, mais évidemment en prévoyant la possibilité pour le juge, si l'assistance ne suffit pas, d'aller un peu plus loin et éventuellement de mettre en place une représentation. Alors là, tout avait dérivé, effectivement, parce que les juges s'étaient un peu laissés emporter et avaient mis en place une représentation, décidé d'un placement, alors que manifestement la situation ne le justifiait pas. Et puis c'est le juge aussi qui choisit le protecteur. À tel point même que certains se sont demandé si la priorité familiale existait toujours, tant finalement la tendance parfois était à désigner des mandataires professionnels plutôt que des protecteurs familiaux pour exercer cette fonction. Mais c'est parce que le juge apprécie en fonction de la situation si effectivement une protection familiale est gérable, est possible, est crédible, ou s'il ne vaut pas mieux désigner un protecteur professionnel. Éventuellement, dans des conditions qui ont été évoquées, avec les incertitudes aussi qui ont été soulignées, éventuellement en désignant plusieurs protecteurs. Et d'ailleurs, dans le cadre de la subrogée tutelle, c'est une recommandation qui est faite par les textes de plutôt choisir un subrogé, si c'est au sein de la famille, dans une autre branche que celle où aura été choisi le tuteur familial. Donc, des garde-fous, il en existe, au niveau de l'ouverture du régime de protection. Dans le cadre de son fonctionnement aussi, je passe rapidement, il y a quand même des... Alors, dans le cadre de la tutelle, il y a un certain nombre d'actes qui sont interdits par l'article 509 du Code civil, même s'il y a des discussions. La Cour de cassation a étendu la liste de ces actes interdits dans le cadre de l'habilitation familiale en représentation. En revanche, elle a dit aussi que dans le cadre de la curatelle, même si le problème était spécifique à l'exercice d'une activité en société, elle a dit que dans le cadre de la curatelle, l'interdiction d'exercice d'une activité commerciale, en l'occurrence, ne s'imposait pas, enfin, ne s'appliquait pas de la même façon. Et puis, il y a tous les actes qui sont soumis, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, là aussi avec les difficultés d'interprétation que l'on connaît parfois, sur le décret de 2008, qui sont soumis à l'autorisation du juge. Donc il va y avoir un contrôle, et je m'étonne, il n'en a pas été, je crois, du tout question, sauf si mon attention, et c'est possible, a été prise en défaut à un moment donné. Il y a quand même un contrôle des comptes qui a été mis en place, qui certes a été déjudiciarisé, mais qui quand même a été renforcé et dont les derniers textes, le décret du 2 juillet et l'arrêté du 4, vont peut-être permettre enfin la mise en œuvre par des professionnels. Je demande à voir quand même. Enfin, je demande à voir l'utilisation qui en sera faite par le juge, parce qu'il a aussi la possibilité que lui donne l'article 513 du Code civil
dispenser, surtout dans le cadre des tutelles familiales, de dispenser le tuteur soit de l'élaboration de comptes, soit purement et simplement de la soit de la reddition de comptes, soit de l'élaboration de comptes. Donc à voir comment ce sera utilisé par les juges. Mais il me semble y avoir, sans que j'ai vraiment de statistiques sur la question, il me semble quand même, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, il me semble y avoir une tendance dans les tutelles familiales qui fonctionnent bien, une tendance des juges à dispenser assez facilement le tuteur familial de la charge qui devrait être la sienne en matière de comptabilité. Et puis, à la fin de la mesure de protection, c'est mon dépassement qui s'affiche ? D'accord, on va fermer. Donc j'attends que ça s'éteigne ? Non, je vais conclure. Je vais conclure. Donc, à la fin du régime de protection, risque de mise en jeu des responsabilités, risque d'annulation des actes qui auront été conclus de façon irrégulière, même si la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de nous rappeler opportunément que c'est une nullité relative. Une nullité relative, c'est une nullité qui est une nullité de protection et donc qui ne peut être invoquée que par les personnes qu'elle est destinée à protéger, à savoir soit le majeur lui-même, soit son protecteur. Ça remet aussi un peu les choses en place. Alors, malgré, juste pour terminer, ces garde-fous, il y a quand même un certain nombre, je dirais, de failles ou de trous dans la raquette et des endroits où peut-être les choses seraient perfectibles. Je ne l'ai pas évoqué, mais rapidement, en matière d'opposition d'intérêt, qui est quand même un levier important pour permettre la désignation d'un ad hoc, d'un tuteur ad hoc pour représenter le majeur en cas d'opposition d'intérêt avec son tuteur. Vous savez que les pouvoirs de désignation, la faculté de désignation de ce tuteur ad hoc est extrêmement lâche, puisque je crois que même le juge peut se saisir d'office pour procéder à cette désignation. Et l'article 455 qui prévoit cette désignation, en réalité, ne me semble être qu'un cadre général, puisqu'il y a ça et là, ensuite, de multiples applications particulières, s'agissant par exemple des donations en matière de curatelle. Il y a des dispositions spécifiques, en particulier en matière d'assurance vie et pour la désignation des bénéficiaires. Il y a des dispositions également, il y a une application spécifique qui fait référence à l'opposition d'intérêt dans le cas d'achat par le tuteur ou la prise à bail de biens appartenant au majeur, c'est l'article 508 du Code civil. Donc il y a cette disposition qui existe, mais je trouve, et Gilles Raoult-Cormeil a écrit sur cette question-là bien mieux que je n'aurais pu le faire, un problème de définition, parce que qu'est-ce que c'est que l'opposition d'intérêt? Et me semble-t-il aussi un problème de sanction, parce qu'il n'y a pas de sanction spécifique dans les textes relatifs au régime de protection et qu'il faut aller chercher dans le droit commun des obligations, donc dans le droit commun de la représentation, à l'article 1157 du Code civil, dans le détournement de pouvoir, la sanction qui n'est pas une nullité de droit, mais qui est une nullité qui peut dépendre de l'appréciation du juge en considération de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a accompli l'acte. Il y a également un certain nombre de failles qui résultent de la déjudiciarisation qui a été évoquée, qui a été opérée par la loi de 2019 et qui a enlevé compétence au juge pour des actes qui, quand même, prêtent à interrogation lorsqu'ils vont être accomplis par un protecteur familial. Je pense à l'acceptation pure et simple de la succession, qui, il est vrai, désormais est soumise à l'appréciation du notaire. Donc il y a quand même un contrôle, mais c'est plus celui du juge. Je pense au partage amiable
en fait, au partage qui auparavant était sous le contrôle du juge et qui désormais devient par principe un partage amiable sauf opposition d'intérêt. Là aussi, il y a un recul, me semble-t-il, potentiel de la protection. Il y a eu aussi un recul de la protection du fait, quelque part, de la montée en puissance de l'autonomie. Par exemple, en matière de libéralité, ce qui a été évoqué. Donc effectivement, à ce niveau-là, il y a peut-être un fléchissement. Et puis, il y a, parce que j'ai surtout finalement envisagé le régime de protection par excellence, qui quand même reste majoritaire et qui, lorsqu'il est ouvert, celui de la tutelle, reste encore majoritairement, me semble-t-il aussi, confié à des protecteurs familiaux. Il y a quand même, hors de ce régime, des risques dans la curatelle, en particulier dans la curatelle simple, où les contrôles ne sont pas exactement les mêmes, où, me direz-vous, il y a obligatoirement pour les actes les plus graves l'assistance du curateur, oui, mais qui n'exclut pas quand même que le majeur, même assisté, soit sous influence, quelque part, de celui qui l'assiste. Et puis il y a deux régimes qui me semblent quand même problématiques, qui sont, un, le mandat de protection future. Alors, s'agissant du mandat notarié, qui est le plus problématique parce que c'est lui qui donne au mandataire les pouvoirs les plus importants, il y a là aussi le contrôle du notaire, la nécessité de reddition des comptes, donc on peut espérer que, quand même. Il y a l'habilitation familiale, qui, vous le savez, progresse beaucoup, parce que c'est une facilité, alors que dans l'habilitation familiale en représentation, les risques sont importants, les pouvoirs donnés à la personne habilitée étant très larges, pouvoir d'accomplir tous les actes en définitive, y compris les actes de disposition, sauf les actes de disposition à titre gratuit, et sauf les actes où il existe une opposition d'intérêt, où là, ce qui a été prévu, ce n'est pas la désignation d'un ad hoc, mais la nécessité d'une autorisation judiciaire, même si je sais que certains juges trouvent quelques arrangements avec le texte. Alors, l'habilitation familiale est effectivement problématique parce que Nathalie Peterka a écrit sur cette question de façon critique. Il n'y a pas de contrôle des comptes, il n'y a pas d'obligation d'inventaire. Alors évidemment, c'est une confiance qui est faite à la famille, mais le risque est quand même extrêmement important, alors que pourtant l'habilitation familiale est en pleine progression. Faut-il s'en étonner? Je ne le crois pas, parce qu'à partir du moment où on met en place des outils qui sont chargés d'évaluer la performance du juge, il ne faut pas trop s'étonner que le juge utilise les outils qui, précisément, lui permettent de satisfaire au mieux ses indicateurs de performance. Ce qu'on demande aujourd'hui au juge, c'est de juger vite. Et effectivement, ça ira plus vite avec l'habilitation familiale qu'avec les autres régimes de protection. Alors me dit-on, et j'en termine par là, tout à fait, c'est mettre la poussière sous le tapis. Et vous verrez, demain, reviendra à la surface un contentieux à propos de l'habilitation familiale qu'on avait prétendu ou que l'on avait essayé justement d'éviter. Je demande à voir. On avait dit ça au moment du pacte civil de solidarité en 1999. Le contentieux, on le cherche encore. On avait dit ça en 2016 à propos du divorce par consentement mutuel sans juge. On en est réduit à commenter et à se disputer le commentaire de quelques jugements de tribunal judiciaire qui a prononcé la nullité dans des circonstances un peu exceptionnelles d'un divorce de ce type. De contentieux, il n'y en a pas eu. Pour l'instant, il y en aura peut-être, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu. Il n'y en aura peut-être pas davantage pour l'habilitation familiale. Voilà ce que je voulais dire en conclusion, et je vous remercie grandement de votre attention. Merci. Bien, eh bien, à mon tour de vous remercier de votre patience. Je voulais remercier les équipes du Palais des Congrès, Mathilde et son équipe, tous nos partenaires
que vous avez pu rencontrer, les équipes de Scope One de Stéphane qui nous ont accompagnés dans la technique. Vous remercier bien sûr d'être venus et puis vous dire à l'année prochaine. Remercier mon équipe parce que sans elle, nous ne serons rien. Donc Elsa, Maria, Anne-Sophie, Brice et Aurélie. Et puis voilà, puis rendez-vous à l'année prochaine, le 27 septembre 2025. Mais presque même heure, mais même endroit en tout cas.